Salut à tous, bienvenue. Il s'appelle Nathanel Chouraki, il est en Israël depuis quelques mois. Il est chercheur en crise humanitaire et relations internationales. On a profité de son passage pour l'interroger et pour connaître un peu mieux son travail. Comment vas-tu, Nathanel ? Très bien, merci de m'avoir invité. De rien, bienvenue en tout cas. On est ravis de t'accueillir, surtout que tu as un parcours un peu particulier. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre des chercheurs en crise humanitaire. Alors, on va commencer comme ça. Ça veut dire quoi, être chercheur en crise humanitaire ? Alors ça veut dire plein de choses. Ça veut dire principalement s'intéresser à tout ce qui est désastre naturel et crise en anglais man-made, c'est-à-dire fabriquée par l'homme, donc principalement les conflits. Dans mon cas, il s'agit d'identifier les formes d'action les plus efficaces et de rechercher quelles sont les ONG notamment qui vont avoir un vrai impact sur le terrain. Donc ça a été mon travail pendant longtemps. Alors qu'est-ce que tu as fait pour faire ça ? Alors moi j'ai fait Sciences Po en France, à Aix-en-Provence. J'ai fait une fac de droit aussi en même temps. Et ensuite j'ai fait un master de relations internationales avec une spécialité sur la stratégie et le Moyen-Orient à la London School of Economics, la LSE, donc à Londres, comme son nom l'indique. J'ai travaillé un petit peu dans le milieu de la diplomatie, dans le milieu de la recherche académique. Et j'ai décidé par la suite que ni la diplomatie ni la recherche académique exclusive ne me semblait être pour moi en termes d'impact. Et j'ai travaillé dans une ONG, une start-up ONG qui s'appelait Iguassou, et dont le travail c'était justement de donner à chacun les outils d'aider dans les crises humanitaires en partageant l'information et en partageant l'information sur notamment les ONG efficaces. Mmh. Alors tu étais donc justement dans cette start-up ONG, c'est assez rigolo comme terme, mais ça existe, mais oui, chargé d'identifier les organisations humanitaires efficaces, c'est-à-dire celles qui faisaient vraiment du boulot concret sur le terrain. Et donc j'imagine que tu as été dans des camps de réfugiés, notamment en Syrie. J'ai été dans des camps de réfugiés à la frontière jordano-syrienne, des camps de réfugiés syriens donc, notamment le camp de Zaatari. Un des plus gros camps. Mon travail là-bas, c'était de vérifier que les organisations que nous recommandions dans le cadre de l'organisation dans laquelle je travaillais faisaient effectivement le travail qu'ils prétendaient faire, ce qui était dans ce cas-là le cas, et puis rencontrer les réfugiés syriens, leurs familles, comprendre quels étaient leurs problèmes, comprendre quels étaient leurs espoirs, comprendre quelles étaient leurs aspirations, comprendre un petit peu, de façon très, très humble, comprendre leur vie au jour le jour. Est-ce qu'Israël est dans la préoccupation de ces gens-là ou pas du tout ? Israël a très peu les moyens d'être dans la préoccupation de ces gens-là parce que absence de relations diplomatiques avec les pays les plus en crise autour de lui, la Syrie, le Yémen, l'Irak, l'Afghanistan. Donc Israël a peu les moyens d'intervenir. Il y a cependant une exception notable dont on a beaucoup parlé. Il s'agit de la frontière disputée du Golan, où beaucoup de blessés du conflit syrien, le soir venu, passent la frontière israélienne, sont récupérés par les soldats de l'armée israélienne et sont soignés dans les hôpitaux israéliens, ce qui est on parle pas beaucoup, c'est pas un impact énorme, on parle de quelques centaines de personnes, milliers depuis le début de la crise, mais ça a un impact symbolique assez fort puisque on se rend compte que les regards changent. Ça change les mentalités, vous l'avez vu dans les camps ou faut pas exagérer ? Dans les camps, on parle d'une crise de 13,1 millions de personnes dans le besoin. L'impact d'Israël là-dedans est faible. D'un point de vue quantitatif, et c'est pas forcément la bonne approche quand on parle de problématiques humanitaires, d'un point de vue quantitatif, est quasiment négligeable. Donc les Syriens auxquels je parle ne sont pas forcément au courant de ça. Quand il s'agit d'experts, ils le savent, ils ont plus ou moins un avis là-dessus, mais les populations n'en ont pas vu l'impact d'Israël en Syrie. Alors, vous avez bien sûr commencé à avoir beaucoup d'expérience. J'imagine que votre stop en Israël, vous avez des idées derrière la tête. Vous avez envie, vous aussi, même si vous avez décidé au début de votre carrière de ne pas faire de politique ni de diplomatie, plutôt de vous focuser sur les hommes. Si on comprend bien votre parcours, j'imagine que vous avez quand même des projets pour, je sais pas, renouer le dialogue peut-être. Oui, renouer d'abord le dialogue au sens propre. On travaille notamment avec un ami de l'Ulpan sur un projet
d'apprentissage mutuel des langues. Je ne peux pas encore en dire plus, mais ce sera très intéressant. J'invite un apprentissage ludique, ok. J'imagine que vous allez créer une application, quelque chose comme ça. On va créer une application, quelque chose comme ça. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Et moi, ce que j'ai vraiment senti en séjournant un petit peu dans des pays du Moyen-Orient, c'est le fait que la vie de tous les jours, entourée de personnes, d'autres, en quelque sorte, de personnes différentes, en l'occurrence des Arabes, des musulmans, rend leur présence quasi banale, même totalement banale, totalement presque ennuyeuse, tellement c'est le quotidien. Et je me dis que ça doit être un petit peu une partie de la solution au problème que ce pays traverse, de normaliser les choses. Alors, c'est plus facile à dire qu'à se faire. Mais il y a par exemple une... Vous pensez qu'il y a une méconnaissance entre les Juifs et les Palestiniens, les Arabes du Moyen-Orient plus globalement ? Tout à fait, qui n'est pas apporté à la décharge de qui que ce soit, parce que de fait, c'est des populations qui vivent en grande partie, il y a beaucoup d'exceptions, hein, mais en grande partie séparées, et elles n'en sont pas responsables, elles ne se connaissent que peu, elles ont beaucoup d'a priori les unes sur les autres, des a priori souvent faux, et ne savent pas encore vivre ensemble. Alors évidemment, c'est pas apporté, comme j'ai dit, au discrédit des populations, mais il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Alors qu'est-ce que vous avez envie de faire ? On peut vous écouter parce qu'on imagine que ce que vous avez envie de faire, vous allez le faire. Je l'espère, si on m'en donne les moyens. Ouais. Il y a notamment, il y a plusieurs volets à ça, mais il y a notamment un volet plus au niveau du leadership. On a un leadership, des leaderships arabes et des leaderships israéliens qui ne se connaissent en réalité que peu, qui ne se font pas confiance. Donc vous parlez de la génération à venir. Oui, je parle de la génération, pas que la génération actuelle soit... Non, mais bon. C'est en tout cas mon focus, l'un de mes focus pour le moment, mais ce sur quoi je souhaite me concentrer, c'est... Donc créer un programme de leadership pour les Juifs et pour les Arabes. C'est l'une des idées sur laquelle j'aimerais... un programme universitaire, par exemple ? Par exemple, ça pourrait passer par là pour essayer de rapprocher deux générations qui ne se connaîtraient pas, deux générations de futurs leaders qui ne se connaîtraient pas sans avoir eu l'occasion. Ça veut dire quoi ? Les mettre ensemble dans un même lieu ? Ça veut dire, ça peut vouloir dire... Vivre ensemble sur un campus ? Vivre ensemble, par exemple, sur un campus, ou travailler sur des projets communs. C'est encore un projet... Voilà. Ça serait mieux. Voilà. S'il faut reprendre depuis le début, je peux vous aider. Ça peut être un ensemble de projets universitaires, un ensemble de projets académiques ou non académiques dans un cadre universitaire, justement pour dépassionner les choses et apprendre à ces deux générations de futurs leaders à vivre ensemble. Mais bon, c'est un projet dont je parle autour de moi, qui n'est pas encore dans une forme totalement fixe, mais là encore, j'invite toute personne intéressée à prendre contact avec vous. Exactement. Pour travailler sur le dossier. D'accord. Alors, vous êtes aussi, qui dit chercheur en crise humanitaire, dit grosse catastrophe. Est-ce que vous pensez que Israël n'est pas à l'abri, j'imagine, d'une grosse catastrophe, pourquoi pas climatique, pandémique ? Tout à fait. Alors, c'est ce qu'on appelle les risques existentiels. Ça fait un petit peu peur comme ça, et ça a toutes les raisons de faire peur d'ailleurs, puisqu'il s'agit de risques théorisés comme des risques d'extinction de l'espèce humaine. J'ai travaillé un petit peu là-dessus aussi. Israël est assez mal placé dans le monde pour ce qui est notamment du risque existentiel climatique, puisqu'on sait que le Moyen-Orient va être une des zones les plus affectées de manière la plus disproportionnée par les changements climatiques, notamment par les migrations qui vont être causées par ces changements-là. Et évidemment, du fait du climat, les risques pandémiques sont aussi assez inquiétants dans cette région du monde. Mais ce n'est pas Israël spécifiquement. Est-ce que c'est facile d'être basé ici et de travailler avec des pays du Moyen-Orient ? Ça dépend quel pays, ça dépend sur quoi. Il y a des endroits où ça avance, il y a des endroits où ça... Ça bouge un peu, paraît-il. Ça bouge un peu, il y a des endroits avec lesquels ça fait longtemps que ça bouge. Je pense à la Jordanie, je pense à l'Égypte, qui ont donc des traités de paix avec Israël.
Il y a des, par exemple, pour rester sur la question environnementale, il y a une coopération qui se fait entre la Jordanie et Israël sur les eaux du Jourdain et sur très importante, un peu plus écologiquement responsable de ça, par exemple. Oui, et puis avec des projets d'avenir, vraiment de réelle coopération, vous allez œuvrer aussi pour ça ? Pas tout faire, mais c'est vrai que comme on dit beaucoup en ce moment, beaucoup en France, convergence des luttes. Il y a une convergence entre les facteurs environnementaux qui relèvent de notre bien commun et qui, par définition, ne peut faire que le consensus, et les facteurs politiques. Il y a des associations, d'ailleurs, des ONG ici en Israël que je connais pas encore très bien, dont une qui, je crois, s'appelle Ecopism Middle East, qui essaie de créer des liens et de créer des solidarités autour de cette question-là, parce que d'ici quelques décennies, les frontières seront brutalement transgressées par les changements climatiques, et on risque d'avoir envie d'être amis avec nos voisins. Voilà. Ouais. Alors apparemment vous avez beaucoup d'idées pour que ça puisse exister dans la réalité. On n'a pas tout dévoilé. C'était juste une première prise de contact puisque vous êtes là depuis pas très longtemps. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Et c'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.